je me suis vite rendu compte que les rencontres que je faisais, ça devenait pas sain parce que moi, je rencontrais des garçons parce que je voulais un bébé. Voilà. Donc, en fait, je voulais me mettre en couple parce que je voulais un bébé. Et ça commençait à être Voilà. plus clair pour toi dans ton C'est ça. intention. C'est ça. Ok. Donc, voilà. Pour moi, le couple, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas quelque chose de concevable dans le sens où on l'entend aujourd'hui, dans les cases, dans les normes, même si j'aime pas trop ce mot. Et pareil, je me verrais pas partager mon espace, mon appartement avec quelqu'un, avec un homme, en fait. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je conçois. Vous venez d'écouter un extrait de Maman Solo par choix, le podcast qui s'adresse aux femmes qui ont choisi de faire un bébé toutes seules, souvent par le biais de la PMA. Merci de liker et de partager afin de soutenir le podcast. Je suis Émilie Aveline, moi-même maman solo après un parcours en Espagne. J'ai été infirmière, praticienne en hypnose et aujourd'hui, je vous accompagne dans vos réflexions, vos doutes, vos choix, vos peurs dans cette nouvelle perspective de vie. Aujourd'hui, je reçois Julie, 34 ans, elle vit à Saint-Nazaire, elle est chef de projet en sécurité des bâtiments. Après 4 inséminations, elle est enceinte de son petit garçon, Solane. Ses parents se sont séparés tôt et ont refait leur vie tout en restant amis. Elle a alors participé à l'éducation de ses frères et sœurs, plus jeunes qu'elle, un rôle de maman de substitution comme elle le dit. Après une séparation douloureuse lorsqu'elle était plus jeune, elle se dit qu'elle doit faire le deuil d'une maternité jeune. Elle se considère comme aromantique, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais connu le sentiment amoureux et se questionne sur ce vaste sujet. De là, elle comprend que son désir d'enfant est dissocié de son envie de couple et se lance dans les recherches pour faire un bébé toute seule. Elle passe alors par des sites qui dirigent vers des annonces d'hommes qui se proposent de donner de leurs gamètes, mais avorte vite ce choix. Elle se dirige alors vers une PMA en France et après 3 échecs d'insémination, elle découvre sa grossesse à laquelle elle n'y croyait plus. Elle évoque les difficultés aussi pour arrêter l'allaitement et l'entêtement auquel on peut faire face lorsque cela ne marche pas comme on l'avait imaginé. Julie nous livre ici un message d'espoir pour toutes celles qui auraient envie de baisser les bras dans ce parcours. Je vous laisse écouter le premier épisode de Julie. Let's go! Bonjour Julie, merci d'être avec moi aujourd'hui. On va Bonjour faire Émilie. ta connaissance. Peux-tu nous dire déjà d'où tu viens, quel âge tu as, ce que tu fais dans la vie? Oui, alors, donc je m'appelle donc Julie, je suis originaire de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. J'ai fêté mes 34 ans il y a 2 semaines et je suis chargée d'ingénierie sûreté. Donc, pour faire simple, je suis Oh, chef de projet dans la sécurité des bâtiments. Voilà, en d'accord. prestation Wow. pour une grosse entreprise. Ok, il doit pas y avoir beaucoup de femmes dans ce milieu. Eh ben, ça va, on est plutôt équitable dans notre équipe. Ok, bien. Il y a quand même plus d'hommes, mais on s'est quand même un peu diversifié. On est quand même un peu plus, on est quand même plus de femmes qu'au début, donc c'est plutôt bien. D'accord. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors dans ce domaine, ça va faire 6 ans que j'y suis, mais par contre sur ce métier, ça va faire 3 ans. Et donc, on va parler de ton désir d'être maman. On va étudier là ton parcours. Peux-tu nous dire là comment était composée ta famille quand tu étais toute petite? Comment c'était? Alors moi j'ai grandi avec des parents séparés. Ils se sont séparés quand j'étais toute petite, j'avais même pas 2 ans, je crois. Mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'entendaient très bien. Ils ont toujours été très amis malgré cette séparation. Et donc j'ai toujours eu vraiment mes 2 parents à s'occuper de moi. Quand j'étais petite, mon papa était souvent en déplacement, donc il était un peu moins là, mais je le voyais quand même les week-ends. Et ma maman travaillait beaucoup parce que en fait ils m'ont eu très jeune et du coup elle travaillait beaucoup. Donc j'étais aussi beaucoup gardée par les membres de ma famille, notamment mes grands-mères, mes tantes. Donc voilà. Et ensuite, un peu plus tard, donc mes parents, chacun de leur côté, ont refait leur vie. Donc j'ai eu une sœur du côté de ma maman, un frère et une sœur du côté de mon papa. Donc avec Mhm. 7 et 8 ans d'écart quand même, c'est pas rien. Waouh, ah oui. Ah ouais. Donc j'ai eu beaucoup ce rôle. Alors j'ai eu un rôle de grande sœur, mais j'ai aussi eu pendant quelques années, quand j'étais au lycée notamment, un rôle un peu
de maman de substitution quand j'étais chez mon papa parce que donc il a été séparé ensuite de la mère de mes frères et sœurs. Et du coup, quand j'étais chez lui, j'avais aussi ce rôle de grande sœur, mais Hum, aussi un peu de maman. Donc j'ai eu un rôle un peu ambigu, mais ça a pas empêché que ce se soit bien passé. Enfin voilà. Donc voilà, j'ai grandi dans une famille recomposée. Vraiment, j'ai toujours connu que ça. Ça ne m'a jamais posé aucun problème. Pour moi, bon, je pense qu'on pourra y revenir après, mais c'est vrai que pour moi, la famille, c'est plus que des liens du sang. Donc, il y a, c'est-à-dire, bah, quand je vois par exemple, souvent on me dit que j'ai des demi-frères et sœurs, parce que bah, on n'a pas le même papa d'un côté, on n'a pas la même hum, maman de l'autre. Mais moi, depuis toujours, pour moi, ça a toujours été mon frère et mes sœurs. Peu importe qu'on n'ait hum, pas les deux mêmes parents à chaque fois, quoi. C'est quelque hum. chose, enfin, voilà. Un demi-frère, une demi-sœur, pour moi, Oui, ça c'est n'a pas pas un de terme que sens. j'utilise, quoi. Ça n'a pas de sens, quoi. Pareil. Oui, 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 je comprends. Ça fait. J'ai une demi-sœur, mais c'est ma sœur. Enfin, c'est pas une demi, c'est Voilà, pas c'est une ça. moitié. Elle est entière et c'est Exactement, une c'est pas une sœur. moitié de personne, donc, donc voilà, c'est ça. Ok. Et tes relations amoureuses, comment ça se déroulait? Alors, ça a toujours été un peu compliqué. Euh, j'ai mis beaucoup de temps déjà à me connaître, on va dire, de ce côté-là. J'ai eu des relations amoureuses. La première, j'étais au collège, donc voilà, ça avait duré 1 an, je crois, avec un garçon. Puis j'ai eu une relation, je crois, au lycée, et ma plus grosse relation date de ma début de vingtaine, où je suis restée 3 ans avec un Mhm. garçon. On a vécu 2 ans ensemble, mais avec le recul, c'était plus, on va dire, un peu une relation de confort. Donc c'est lui qui m'a quittée. J'ai beaucoup souffert hein, de cette rupture, mais avec le recul, je m'étais rendu compte que c'était plus une sorte de confort, une sorte de... Bah voilà, j'étais avec un garçon, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, on allait finir nos études. À un moment, quelques mois avant qu'on se sépare, on parlait bébé. Enfin voilà, c'était un peu un schéma. Voilà, c'était pour moi, Hmm. on rentrait un peu dans un Dans les moule, cases, on va dans le dire, moule, sans dans trop des se poser cases. de Voilà, questions c'est ça. finalement. Ouais. C'est ça. Et c'est vrai que quand on a rompu, alors sur le moment, comme je dis, j'ai beaucoup souffert de cette rupture. Et avec les années, avec le recul, en fait, ce qui m'a fait le plus mal, au final, c'était que je perdais un peu ce schéma et le fait d'avoir des enfants tôt. Parce que, Hmm. en fait, moi, Ok. voilà, j'ai toujours voulu des enfants très tôt. Et du coup, bah, en me quittant, dans ma tête, c'était Hmm. vraiment, enfin, j'ai plus fait le deuil de, bah, je vais pas avoir des enfants tout de suite que de notre relation. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je Ok. dis, Oui, oui, si, c'est très mais clair. En fait, ça veut dire ça t'enlevait la possibilité d'être mère jeune. c'est ça, exactement. C'était pas la question du couple, mais c'était plus cette C'est question ça, d'être maman et ce désir qui était là depuis longtemps. exactement. Mais j'ai mis énormément de temps à me rendre compte de ça, à comprendre vraiment la nature de ma douleur, on va dire. J'ai Hmm. eu un autre copain il y a quelques années, pendant quelques mois, avec qui ça se passait très bien, mais et qui était très ouvert et qui m'a fait découvrir plein de choses sur moi, notamment le fait que c'est avec cette relation que j'ai compris que je commençais à m'identifier comme un romantique. Euh, donc j'ai Ok. beaucoup de mal. Je n'arrive pas à éprouver en fait des sentiments amoureux, enfin, ou c'est quelque chose que je n'arrive pas à identifier. Enfin, assez abstrait pour moi. C'est alors qu'à côté, alors je suis une très grande lectrice et je lis beaucoup de romances pour le coup, mais c'est un sentiment que moi je n'arrive pas à ressentir. Alors peut-être que c'est juste que À ça m'est pas encore ressentir tombé dessus. et à transmettre et à C'est ouais. ça. Oui, 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 oui. Donc peut-être que Ok. c'est juste que j'ai pas rencontré
la personne qui me fait ressentir ça, j'en sais rien, mais aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne me vois pas ressentir, que je ne comprends pas, on va dire, comme ça. Mm, mm. Quand je parle autour de moi aux personnes qui sont en couple depuis des années, quand je leur demande ce qu'elles ont ressenti quand elles sont tombées amoureuses, etc., c'est quelque chose que je ne conçois pas, en fait. Je comprends pas Ok, que les toi, t'as sentiments jamais qu'elles peuvent vécu ressentir. Voilà, c'est Ouais. ça. Ok, ok, Du coup, ok. ça a mis une sorte de frein à mes rencontres parce que je me suis vite rendu compte que les rencontres que je faisais, ça devenait pas sain parce que moi, je rencontrais des garçons parce que je voulais un bébé. Voilà. Donc, en fait, je voulais me mettre en couple parce que je voulais un bébé. Et ça commençait à être Voilà. plus clair pour toi dans ton C'est ça. intention. C'est ça. Ok. Donc, voilà. Pour moi, le couple, aujourd'hui, en tout cas, c'est pas quelque chose de concevable dans le sens où on l'entend aujourd'hui, dans les cases, dans les normes, même si j'aime pas trop ce mot. Et pareil, je me verrais pas partager mon espace, mon appartement avec quelqu'un, avec un homme, en fait. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je conçois. C'est pas envisageable. Ouais. Et à Non. l'avenir? Non plus. Peut-être, je sais pas. Tu sais pas, Je suis pas peut-être. non plus, je suis Ouais. pas fermée à l'idée d'une rencontre. Ok. Peut-être qu'un jour, je rencontrerai quelqu'un qui me fera tout Hmm, remettre en question et ce sera peut-être tant mieux et voilà. Et sinon, tant hmm. pis. Enfin, c'est pas une fin en soi, quoi. Moi, Voilà, c'est pas une fin en soi et c'est pas fermé. Mais c'est pas non voilà, c'est ça. plus le but de ta vie. Non, Ouais, 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 ouais. non. En fait, avant, le but de ma vie, c'était de rencontrer quelqu'un pour faire des enfants. C'était ça, en fait, mon objectif. Mais aujourd'hui, j'ai fait autrement, voilà. Ouais, c'est chouette d'avoir pu identifier ça. Assez jeune, Ouais. hein. Bah, ça fait quelques années, ouais, là, autour de la trentaine, quoi. Sans l'aide d'une psychologue, vraiment juste toi, de par ces relations amoureuses où tu t'en es rendu C'est ça. compte. Et avec ce Ok. garçon avec qui je suis sortie quelques mois, il y a Ouais, quelques ouais, années, ouais, 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 ouais. il était très ouvert sur la question et c'est lui qui m'a un peu dirigée vers Hum, ce sujet et qui m'a fait prendre conscience, effectivement, que ça pouvait me correspondre ok. et en effet. Donc de là, ta réflexion, elle vient se faire au fur et à mesure par rapport à avoir un bébé toute seule. Comment ça s'est construit? Euh, alors, je sais plus trop exactement, mais le sujet, j'ai commencé à y réfléchir. Alors, c'était avant 2021, ça devait être vers 2020, parce que je crois que c'était au moment où la loi était en discussion. C'était pas encore passé. Donc, 2020, je crois oui, que oui. c'était en 2021, je crois qu'elle est passée, été Oui, 2021. Donc, elle oui. n'était pas encore passée à ce moment-là. Euh, mais j'en avais entendu parler. Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, ça peut être une possibilité donc de faire un bébé toute seule. Et, euh, et donc, ça a commencé à faire un peu son chemin. Et je me souviens que fin 2021, donc la loi a été passée, mais c'était encore un peu abstrait pour moi. Euh, et je m'étais inscrite sur un site qui mettait en relation les femmes dans mon cas et enfin dans notre cas et des hommes qui voulaient aider. Et Ah oui, ça existe. Oui, merci ouais, d'en parler. Ouais. ouais, et j'avais eu des messages très bizarres, hein, on va dire. Mais j'avais aussi eu la C'est-à-dire, tu peux chance, développer? Ouais. c'était des hommes qui inspiraient pas spécialement confiance et on sentait que le but derrière, c'était d'avoir des rapports quoi avec quelqu'un quoi. Hmm, On sentait ouais. et puis Et il y c'était avait pas aussi, d'aider enfin voilà, vraiment à concevoir. Ouais. je me souviens d'un homme Hmm, qui avait fait une annonce. euh, En gros, il cherchait une femme pour élever ses enfants. Il voulait une femme à la maison, quoi. C'était très bizarre, quoi. Par contre, j'avais commencé à discuter avec un jeune homme qui, lui, était très gentil et en tout cas qui semblait correct. Et on avait beaucoup discuté. On s'était téléphoné. On avait discuté pendant 2 heures sur tout ça. Et alors, ça avait pas abouti parce que c'était pas ce que je voulais au final. Mais il m'avait un peu expliqué pourquoi lui il faisait ça, qu'il voulait pouvoir aider les femmes, les couples dans le besoin. Euh, il m'avait expliqué qu'il pouvait plus donner son sang depuis qu'il avait eu un accident. Et donc du coup, pour lui donner son sperme, c'était
un peu Hmm. comme donner son sang. Enfin, c'était une façon d'aider les autres. Et j'avais trouvé ça Ok. très intéressant de discuter avec lui. Mais cette idée de... Et même s'il était OK avec le fait qu'il voulait aucun lien avec les potentiels enfants euh, qui viendraient au monde à la suite d'un de ses dons, euh, il y avait quand même... Enfin, ça me travaillait l'idée de connaître le donneur. Ok. D'accord. C'était quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Et donc, c'est aussi pour ça que Hmm. n'étais pas allée plus loin qu'une discussion avec lui, quoi. Et Ok. donc, du coup, par la suite, j'en avais parlé avec ma gynécologue, qui m'avait du coup parlé un peu plus en détail de la PMA. Et donc, début 2022, sur ses conseils, j'ai contacté le SECOS de Rennes. Ok. Et ensuite, ça a démarré. D'accord. Donc, t'as eu combien de temps entre le moment où t'as appelé et puis le moment où t'as eu ton premier rendez-vous, tu te souviens? 10 mois. J'ai Dix appelé en mois. mars, ouais, j'ai appelé en mars 2022 et le premier rendez-vous était en janvier 2023. Ok. Ça avait été Patience. très long. Ça avait été très long. Et oui, comment t'as géré cette période-là alors? Alors, cette période d'attente avec le premier rendez-vous, ça a été difficile. En fait, ça restait encore abstrait à ce moment-là parce que Bah, bien sûr. j'avais un rendez-vous, mais je savais pas en fait derrière comment ça allait se passer. Je savais pas si je pourrais rentrer dans ce parcours. Je, j'en avais aucune idée. Alors, entre-temps, du coup, dans cette période, j'ai quand même fait mon bilan de fertilité, tous les examens qu'il fallait. Hmm. Ma gynéco, du coup, m'avait prescrit tous les examens à faire. Mais ça avait été assez long à attendre. Ça m'a permis, par contre, d'en parler à mes amis et d'en parler à ma maman, qui à ce moment-là, elle Mhm. était la seule au courant de mon projet, en tout cas. Mais ouais, ces 10 mois ont été très longs. Et le pire, c'est que c'était que le début de l'attente. Donc, Et oui. Et oui. même si avec le recul et avec tous les témoignages que j'ai pu lire, euh, avec le recul, mon parcours a été assez rapide par rapport à d'autres. Mais c'est vrai que Malgré tout, oui, en quand on France. est dedans, ça paraît interminable. Ouais. Hmm. Donc le premier rendez-vous arrive. Et comment avait réagi ta maman alors avec cette annonce? Eh ben, écoute, très bien. Enfin, en fait, je lui avais un peu demandé. Je lui ai dit, mais maman, enfin, c'était un peu au détour d'une conversation qui n'avait rien à voir. Je lui ai dit, maman, tu dirais quoi si je faisais un bébé toute seule? Elle m'avait regardé, elle me fait, bah, que tu fais ce que tu veux. Voilà, tout Ok. simplement. Et en fait, je pense que ce qui a joué, c'est aussi que ma maman, du coup, nous a élevés quasiment toute seule, ma sœur et moi, pendant des années, parce elle a aussi été Hmm. séparée du papa de ma sœur. Et du coup, pendant des années, en fait, elle a quasiment géré toute seule. Je pense que pour elle, c'était quelque chose de normal, entre guillemets, enfin, elle y voyait pas de C'était pas un problème, quoi. problème. Non, Hmm. Ok. Donc tu avais l'aval de ta maman. c'est ça, c'est ça. Et donc le premier rendez-vous arrive finalement au bout de 10 mois. Là, les rendez-vous vont s'enchaîner. Oui, Et donc non. on t'a proposé une insémination au tout départ. Oui, Ok. oui. Bah, en fait, j'avais un bon bilan de fertilité. Alors, j'avais un peu peur au début parce qu'il faut savoir que j'ai eu un SOPK il y a quelques années. Ok. Euh, et en Syndrome des fait, ovaires polykystiques. alors, ouais, je les avais. Alors, a priori, je les aurais plus parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait opérer de l'estomac il y a 5 ans. Et du coup, j'ai perdu énormément de poids. Et suite à cette perte de poids, j'ai re-eu des cycles réguliers. Et donc, a priori, j'aurais pu, enfin, peut-être qu'il est toujours là, mais en tout cas, il a plus d'impact. Donc, j'ai plus de soucis au niveau de mes cycles. Parce qu'en fait, Hmm. le problème d'avant, c'est que j'avais des cycles extrêmement irréguliers. Je pouvais les avoir que 2 fois dans l'année. Enfin, c'était, ou alors je Anarchique. Ouais, pouvais ouais, les ouais. avoir pendant 3 mois d'affilée. Enfin, c'était n'importe quoi. Et du coup, suite à cette perte de poids, alors attention, je ne dis pas que c'est une solution de perdre du poids, hein, loin de là. Hmm. C'est pas du tout ce que je dis. Mais c'est vrai que pour mon cas, le fait d'avoir perdu du poids,
m'a permis de voir ce syndrome, alors disparaître, je ne sais pas, mais en tout cas, a permis de récupérer des cycles normaux. Donc au début, j'avais un peu peur quand j'avais fait mon bilan de fertilité, et au final, tout allait bien. Donc Bon. effectivement, on m'a proposé directement de passer par insémination. Et donc, tu as eu combien d'inséminations? J'en ai eu 4. 4 inséminations. Ok. Ouais, Donc là aussi, c'est long hein, d'attendre le cycle, d'avoir les c'est très long, ouais. stimulations. Et... Surtout Hum, que hum, aux hum. sécos de Rennes, alors je crois pas que ce soit partout pareil, mais aux sécos de Rennes, ils font un cycle sur 2. Ok. Donc, tu es Donc obligé d'attendre. Peut-être c'est qu'ils veulent ça. éviter la surstimulation aussi. Et, Oui, et puis je crois que c'est aussi pour un côté administratif aussi, parce que ça, bon, je sais pas trop, j'ai pas hum. toutes leurs raisons, mais ouais, je pense. Ok. Donc, du coup, ça retarde d'autant plus et les mois s'allongent. C'est ça, exactement. Et donc, la quatrième insémination a fonctionné, c'est ça? C'est ça, à la quatrième qui a eu lieu du coup en avril 2024. D'accord. Donc, tu as eu 1 an et demi de parcours. C'est ça, Ok. Donc, sachant 10 mois d'attente avant le que premier rendez-vous et 1 an et demi avant de tomber enceinte. de... Sachant qu'en fait, le plus long, je trouve que c'était vraiment tous les rendez-vous qui précèdent les essais. Euh, donc, comme je disais, j'ai eu mon premier rendez-vous avec la sage-femme en janvier 2023. Et le deuxième rendez-vous, c'était le rendez-vous psy. Et entre ces deux rendez-vous, il y a quand même eu 4 mois. Et Hmm. ça a été l'attente la plus longue entre deux rendez-vous que j'ai pu avoir. Parce qu'après la psychologue, du coup, il y a eu le passage en commission. Hmm. Et puis après le passage en commission, bah c'était sur l'été, il y avait eu bah, les biologistes, généticiens, etc. Et du coup le premier essai, et je crois que j'avais eu un deuxième rendez-vous psy en plus. Au début, on m'avait dit bah il n'y a pas de disponibilité pour le rendez-vous psy avant novembre, alors que sans ce Ok. rendez-vous, je pouvais commencer les essais dès septembre. Et heureusement, il y avait eu un désistement et j'avais pu avoir ce deuxième rendez-vous psy fin août, je crois. Et donc mon premier essai a eu lieu en octobre. Hmm. Donc, tu as quand même eu 3 échecs d'IAD. Oui. C'est pas évident non plus de se mettre à nouveau dans le parcours, de dire allez, ça va marcher, on y croit, quand on a eu des échecs non plus. Hein. Ça, c'est vraiment pas C'est ça. simple. Les échecs étaient pas faciles à vivre, hein. Parce on sait que c'est une possibilité, évidemment. Mais il y a toujours cette petite étincelle qui nous dit, oh allez, je vais partir, je vais pas, je vais faire, ah, pardon, je vais faire partie Hmm. du petit pourcentage pour qui ça marche la première fois. On a envie d'être optimiste, Hmm. donc Ben, bien sûr. et en fait, quand j'ai vécu quand j'ai vécu le premier échec, ça a été très dur et c'est là que je me suis dit, ok, c'est ça donc de vivre un échec. Et Hmm. ça n'a pas été simple. Le deuxième, c'était en période de Noël, donc pareil, pas facile du tout. Hmm. Euh, c'est psychologiquement, ça a été très dur. Le troisième, c'était début février, je crois. Euh, Alors, il faut savoir que début 2024, j'ai frôlé le burn-out en plus, donc j'ai été un mois et demi en arrêt. Et du coup, mon médecin avait été très cool. Elle m'avait prolongé mon arrêt pour que ça englobe ce troisième essai, pour que Hmm. je sois Ok. tranquille avec les, Hmm, hmm. les piqûres et tout. Mais pareil, échec. Et bah, le quatrième, je suis arrivée vraiment défaitiste. Je suis arrivée au quatrième essai, j'étais Ok. complètement défaitiste. Je me disais, dans ma tête, c'était, j'ai pas le droit de connaître ça, j'ai pas le droit d'être heureuse, ça marchera jamais. Et Hmm. donc j'étais très très défaitiste au quatrième essai, et pourtant c'est celui qui a fonctionné. Et oui, et Donc, c'est aussi le fait d'avoir eu plusieurs stimulations où le corps s'habitue aussi et qui peut aussi faciliter les choses mm. au fur et à mesure. Puis il change de donneur Hmm. aussi tous les 2 essais, je crois. Donc peut-être que Ok. c'est ça aussi qui a joué, je sais pas. Mais en tout cas, le quatrième a été le bon. Et donc là, tu attends la prise de sang. Alors, Finalement, pas tout à vas-y, fait. oui. En fait, parce que, alors oui, j'attendais la prise de sang, mais j'étais trop pressée, comme Ah, beaucoup, je t'as fait pense. les tests Et en fait, avant. j'ai fait les tests avant. Et je me rappelle, je crois que c'était le 12 avril, alors que normalement, je devais attendre le 17 pour la prise de sang.
Et le 12 avril, j'achète des tests de grossesse. J'en fais 2. Et là, le premier positif, le deuxième négatif. Oh, Je me dis, euh, ok, lequel je crois? Du coup, j'avais envie d'y croire, forcément. Donc, j'ai pas cherché plus longtemps. Je suis pris rendez-vous pour la prise de sang, le jour même. Alors, c'était toujours trop tôt, hein, mais je pouvais pas oui, oui, rester bien sur sûr, ce... mais ok. Donc, je suis allée faire la prise de sang. Incertitude. C'était positif, mais c'était encore faible, Bah, bien sûr. forcément. Et oui, c'est pour ça qu'on dit d'attendre 14 jours. Ouais. Voilà. Donc du coup, alors, c'était vraiment la chose à pas faire parce que du coup, au final, Bah, t'es encore plus c'est pas pour dedans toute la vie, et quoi. tu cogites. C'est Non, ça. non, non. Du coup, je suis retournée faire une deuxième prise de sang le 17, le jour qui était censé être prévu au début, et le taux avait augmenté. Et j'en ai refait un le lundi pour être sûr que ça réaugmentait encore. Euh, et du coup, bah, c'était bien le cas. C'était bien le cas. Waouh. Ok. Voilà. Donc Donc la vraiment, transformation. vraiment, ne faut pas faire le test de grossesse trop tôt parce que Mais on a beau le dire, hein, mais mais oui, mais euh, je le beaucoup sais, de je femmes l'avais le lu en font. Oui. plus, hein. Je l'avais lu en plus qu'il fallait mieux éviter, mais il y a cette envie de savoir, de se dire non, mais c'est bon, Mm. 12 jours, ça passe. Non, c'est trop risqué encore. Non, c'est Donc, trop risqué, c'est trop jeune, c'est trop petit, c'est et c'est oui ça. oui. Ok. Et donc après la première écho. Premier écho, alors écho de datation le 6 mai, pour être sûr, pour confirmer la grossesse. Parce qu'il y a toujours, enfin, je sais que Mm. le premier trimestre, ça a été très long. J'ai, parce que donc déjà, avant cet écho de datation, j'avais toujours cette petite voix qui soufflait dans ma tête. Bah, peut-être que c'est mince, comment on appelle ça? Euh, peut-être que la poche est vide, peut-être qu'il y a rien, peut-être que, donc voilà, il y a toujours cette petite voix qui souffle que ça va pas. Le jour de l'écho de datation, forcément stressée. J'y étais allée avec une amie. Il y avait une amie qui m'avait accompagnée. Et ben, alors, le sac était vide à l'œil nu, on voyait pas, mais il y avait bien un cœur qui battait. C'est juste qu'il Ok. était encore un peu jeune et en fait, on le voyait Mm. pas sur l'écran. D'accord. Donc déjà, bah, la première fois enfin, que j'ai entendu le cœur battre, C'est magique. Mm. ça y est, il y a vraiment un cœur qui bat là, dans mon ventre, quoi. Ouais, Donc, ouais. Mm. déjà, ça enlève un poids de se dire si, si, c'est bon, il y a bien quelque chose, il y a bien un bébé, enfin, un embryon Oui, qui va mais se développer, quoi. tout à fait. Et donc tu dis qu'il y avait une amie qui t'accompagnait. Oui, Euh, T'as été soutenue durant ces périodes-là aussi, au moment des oui, échecs et au moment de... Oui, oui, ok. oui, Par oui. tes amis, ta maman aussi, ouais. Alors, ma maman aussi, mais ma maman n'était pas au courant des échecs. Je ne voulais pas parler, en fait, En fait, j'essayais d'éviter de trop en parler autour de moi, des différents essais, parce qu'en fait, je voulais Hmm, pas recevoir les questions de alors, ça a marché, alors, t'en es où? Je voulais pas. hmm, Donc, du hmm, coup, hmm. j'en parlais pas. Je disais rien. Par exemple, je sais qu'à Noël, alors, à un moment, j'avais fini par dire à ma famille que j'étais en parcours PMA, que j'allais faire un bébé toute seule. Ça avait été très bien accueilli, il n'y avait pas eu de soucis. Mais du coup, les membres de ma famille savaient que j'étais en parcours. Et Mhm. je me souviens qu'à ce Noël-là, alors que le deuxième essai, on va dire, était en cours dans le sens où j'attendais de faire la prise de sang, euh, bah, à Noël, j'avais eu des questions. Alors et tout. Et du coup, bah, on botte un peu en touche en disant, bah, c'est toujours en cours. Voilà. Et donc, du coup, j'essayais d'éviter au maximum d'en parler parce que je ne voulais pas justement avoir toutes ces questions. Hmm, hmm. Et devoir Donc, y répondre, et puis... ouais, voilà, ouais. c'est ça. Hmm, hmm, hmm. Mais il y avait que mes meilleurs amis qui étaient au courant, que je tenais au courant régulièrement. Et donc, du coup, cette amie qui est venue avec moi le jour de l'écho de datation. Et après D'accord, cet ok. écho, du coup, euh, j'ai annoncé ma grossesse à ma famille fin mai. Donc, j'étais à un peu moins de 2 mois de grossesse, mais parce que c'était le week-end de la fête des mères. Et du coup, bah, Waouh, joli cadeau!
je voulais marquer le coup en annonçant donc à ma mère et puis par extension aussi à mon père. Et comment s'est déroulée la grossesse? Très bien, vraiment. Très bien. Alors le plus dur, ça a été la fatigue. J'ai eu de la chance au premier trimestre de pas avoir de gros symptômes. J'ai eu un petit peu de nausée, mais c'était supportable. Par contre, la fatigue. Je me suis fait rouler dessus, vraiment. Je dormais 15 à 16 heures par jour. C'était hallucinant. J'ai dû me Ouais. mettre en arrêt parce que je n'étais pas capable de faire quoi que ce soit. Donc pendant un mois et demi, je crois, j'ai été en arrêt. Et au final, au deuxième trimestre, ça a commencé à aller mieux, mais il y avait toujours cette fatigue permanente que je ressentais. Mais à part la fatigue, franchement, j'ai eu une belle grossesse. J'ai pas eu de problème particulier. Tout s'est très bien passé, en tout cas pour Ok. moi. Oui, oui, Parce oui. que, alors, le seul truc, on va dire, qu'il y a eu, c'est que à l'écho du deuxième trimestre, il y a eu détection d'une malformation sur mon bébé au niveau du poumon. Alors, je rassure tout de suite, aujourd'hui, ça va. Il vit très bien. Il n'y a pas de problème particulier. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, ma gynécologue, en fait, a remarqué quelque chose. Elle n'a pas voulu m'en dire plus parce qu'elle, à son niveau, elle ne pouvait pas voir avec certitude ce que c'était. Donc, du coup, elle m'a envoyée à l'hôpital pour faire la suite du suivi là-bas. Et donc, effectivement, a été diagnostiqué ce qu'ils appellent un MAKP, donc malformation. Alors, je crois que c'est malformation alvéolaire kystique pulmonaire, quelque chose comme ça. En gros, il avait, voilà, enfin, Des petits il y kystes au avait niveau des plusieurs, enfin, alvéoles. il y avait quelque chose qui se passait au niveau de son poumon, même si, à ce stade, c'était compliqué de vraiment savoir quoi. Donc, j'ai été suivie tout le troisième trimestre. J'avais une écho tous les mois. J'ai fait une IRM aussi pendant ma grossesse. Ce qui est très compliqué parce que il faut pas bouger pendant une IRM, sauf que ça, bébé, il le sait pas. Mais oui, mais oui. Donc, c'était un peu compliqué, mais ça s'est fait. Donc, un petit peu inquiète par rapport à la naissance parce qu'en fait, on savait pas comment ses poumons allaient réagir à l'air libre. Et au final, tout s'est très bien passé. Donc, Bon. c'était un Il a peu, pu on va dire, respirer tout seul, il n'a pas eu oui, Ouais, il n'a pas non, eu non, non, d'assistance ventilatoire quand il est né, il n'y a pas eu pas du d'aide, tout. rien du tout. Ok. Non. Waouh, tant Donc, mieux, il y a parce eu que tu cette devais quand même petite, être ouais, il y a eu cette, inquiète. oui, il y a eu cette petite Mm. inquiétude sur la fin de grossesse, mais j'ai été très bien encadrée par le personnel Bon. médical qui m'a très bien rassurée en me disant que dans tous les cas, c'était quelque chose qu'ils savaient prendre en charge. Enfin voilà, et si je voulais, j'avais la possibilité de parler avec un psychologue qui connaissait ce sujet. Mm. J'en ai pas ressenti le besoin, mais voilà, du coup, j'étais bien entourée de ce côté-là. Et retrouvez la suite de l'épisode de Julie vendredi prochain. Merci pour votre écoute et merci également de partager, je le redis encore, de liker, de commenter. Et vous pouvez également retrouver toutes les émissions sur les différentes plateformes d'écoute et également sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Je crois que je n'ai rien oublié. Et soit à Maman Solo par choix ou à mon nom et prénom, Émilie Aveline, E-M-I-L-I-E et Aveline, A-V-E-L-I-N-E. À bientôt sur Maman Solo par choix.